ABK Matin, l'interview. Bonjour, professeur Olivier Billy, bienvenue sur ABK Matin. Vous êtes dans la ville de Douala. Bonjour à vous, Sidonie Ficac, bonjour à vous, à votre co-présentateur Didier Kouamou, et merci de me donner l'opportunité d'échanger avec, ou plutôt de parler à vos millions d'auditeurs. Merci. Nous parlons avec vous de cette mise en garde du ministre de l'administration territoriale sur les inscriptions électorales qui met en garde ces leaders véreux qui comptent obliger les citoyens camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre avec les démembrements des LECAM. Et est-ce qu'on peut dire que, selon vous, le ministre Paul Atanga-Ndi a eu raison de faire cette sortie? Écoutez, je crois que, au risque de sembler persifleur, je dirais que le ministre a été bien inspiré de faire cette sortie, parce qu'en réalité, en la faisant, il montre clairement aux Camerounais ce qu'il faut faire. Il leur dit clairement que, les inscriptions massives sur les listes électorales qui se sont intensifiées ces derniers temps à la faveur de nos appels divers, eh bien, que ces massives inscriptions des Camerounais sur les listes électorales sont exactement ce qu'il faut faire. Parce qu'en essayant de les dissuader d'aller s'inscrire, en essayant de dissuader certaines organisations, certains acteurs de la société civile et certains acteurs politiques de poursuivre ce travail d'incitation de nos concitoyens à l'acte citoyen qui est celui de s'inscrire sur les listes électorales, d'aller défendre son vote dans les urnes, mais aussi de participer au processus électoral d'une manière générale, eh bien, je crois qu'il y a là quelque chose, un message qui est important pour les Camerounais qui doivent comprendre aujourd'hui que chaque fois qu'ils ont manqué d'accomplir ce devoir citoyen, naturellement, ils ont donné des chances au pouvoir qui les opprime depuis plus d'une quarantaine d'années de pouvoir accomplir sa perpétuation. Donc, de mon point de vue, c'est une alerte plutôt, je dirais, favorable pour l'opinion publique camerounaise qui comprend véritablement ce qu'on a essayé de lui cacher depuis tant d'années. Oui. Certains membres du parti au pouvoir essayent de voir dans cet acte qui est aujourd'hui reprimé ou alors remis en question par le ministre de l'administration territoriale un acte pernicieux qui pourrait par la suite, au moment où les élections se seraient déroulées, peut-être valoir des revendications qui n'en vaudront pas. Pourquoi? Parce que il y en a qui pensent que le fait d'inciter les Camerounais, d'amener les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorale voudrait pour certains, cacherait pour certains le fait de revendiquer au soir de la publication des résultats leur victoire. Écoutez, il ne s'agit pas simplement d'une question liée aux revendications qui pourraient advenir. Il s'agit de casser une dynamique qui veut que, en réalité, il y ait une stabilisation du nombre d'inscrits et même une stabilisation du nombre de votants au Cameroun autour de, je dirais, d'une catégorie de Camerounais qui, généralement, vont plutôt voter favorablement pour le régime qui est en situation de pouvoir perpétuel au Cameroun. Donc, fondamentalement, aussitôt que le volume d'électeurs au Cameroun augmente, s'accroît, connaît une progression à la hausse, aussitôt cela ne peut que représenter une menace pour l'ordre régnant qui, au fond, ne peut que surfer sur, si vous voulez, un matelas électoral qui lui est acquis depuis plus d'une quarantaine d'années et peut-être depuis à peu près 35 ans, depuis le retour au multipartisme. Donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le fond, considérez avec moi, Sidonie Ficac, que comment dire ça, il y a actuellement un certain nombre de dynamiques
au sein du pays qui est le nôtre. Oui. C'est des dynamiques, si vous voulez, de construction de coalitions et d'alliances politiques au sein de l'opposition. Et ces dynamiques de coalition et d'alliance sont au fond ce que le peuple du Cameroun a toujours demandé aux acteurs politiques. Et c'est bien la raison pour laquelle nous nous sommes attelés. Nous avons pris notre bâton de pèlerin pour rencontrer tous nos collègues de l'opposition quasiment, afin de leur dire, écoutez, si nous arrivons à construire une alliance de large envergure, eh bien, il est certain que nous sommes capables d'envoyer un signal très positif au peuple du Cameroun qui va retrouver de l'espérance, qui va retrouver une envie et une foi aux élections quelque part. Parce que lorsque nous allions aux élections individuellement et de manière un peu solitaire, comme les dernières années, 2011, 2018, etc., eh bien, il n'y avait pas grande chance pour l'opposition de pouvoir gagner et pouvoir réaliser les vœux des Camerounais. Oui. Donc, à partir du moment où notamment l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun apparaît avec tous les visages que vous connaissez, eh bien, vous voyez bien que ça a été quelque chose qui a déclenché un très grand mouvement d'espérance chez nos concitoyens et qui les a amenés véritablement à se lever aussi pour accomplir leur part de responsabilité, c'est-à-dire aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Donc, je crois qu'il y a lieu de penser que les intimidations toujours un peu stériles du ministre vont demeurer une sorte d'épiphénomène qui n'aura aucun impact véritablement sur la dynamique actuelle, très heureusement orientée vers la croissance, une croissance plus favorable, n'est-ce pas, du volume de Camerounais qui s'inscrivent sur ces listes électorales. Oui, des inscriptions qui ne laissent pas indifférents les Camerounais de la diaspora, qui connaissent pour certains des difficultés et qui donnent de la voix pour se faire entendre et pour faire valoir leurs droits de citoyens. À ces Camerounais qui se trouvent du côté de la diaspora, qu'avez-vous à leur passer comme message, professeur? Écoutez, à nos concitoyens de la diaspora, le message est clair. Le message est que, voyez-vous, ils sont des citoyens camerounais à part entière. Et comme les citoyens camerounais de l'Hinterland ici, eh bien, ils ont également, ils sont aussi de ceux-là qui nous ont envoyé des messages de mutualisation, des messages de solidarisation, des messages qui vont dans le sens de désirer un large front des acteurs de l'opposition. Parce qu'il ne faut pas non plus que l'on se trompe de méthode. La méthode ne peut pas être celle de dire que voilà, nous allons de manière individuelle ou bien avec des petits groupes insignifiants à ces élections-là. Parce que nous avons en face ce qu'il faut appeler, ce qu'on appelle tout simplement le parti-État, le système du parti-État de fait, qui est un conglomérat d'acteurs qui rassemble toutes les ressources humaines, matérielles et financières les plus vives de l'État depuis de longues années et qui entend demeurer aux affaires. Donc, il est absolument capital dans cette configuration-là que des fronts, ou plutôt une dynamique, parce que l'opposition a davantage intérêt à se constituer en une dynamique unique et forte qui, le moment venu, pourra aller aux élections locales, mais aussi à l'élection présidentielle de manière mutualisée. Oui. Donc, je dis aux citoyens de la diaspora que, bien évidemment, ils ont le droit de revendiquer leur inscription sur les listes électorales dans les représentations diplomatiques et consulaires des localités dans lesquelles ils vivent et que, véritablement, sans faire de casse, sans faire poser d'actes qui soient des actes de violence inutiles, qu'ils cherchent à rencontrer ces autorités-là et qu'ils exigent, n'est-ce pas, leur droit citoyen, de citoyen camerounais, qui est celui que l'on mette effectivement, on mette en mouvement un mécanisme qui va leur permettre de pouvoir s'inscrire de manière confortable sur ces listes électorales et que par ailleurs, ils soient eux-mêmes aussi en mesure d'accompagner les processus politiques que nous avons engagés ici au Cameroun dans toutes leurs dimensions. Oui. Voilà.
Professeur Olivier Billet, vous qui êtes à la tête de l'Alliance de la transition pacifique, vous avez organisé avec certains de vos pairs pour parler de Maître Akere Mouna, du professeur Konvondo, un dîner de presse du côté de la ville de Yaoundé, dîner de presse au cours duquel le Maître Akere Mouna a dit qu'il doutait fort qu'on puisse organiser les élections en 2025. Quels sont les éléments qui pourrait l'avoir poussé à le dire? On se dit que c'est la issue des concertations que vous avez dans votre mouvement. Alors là, il faut dire que c'est une intuition personnelle de mon camarade, le bâtonnier Akere Mouna, oui. Qui nous l'a partagé aussi, et qui part simplement, je crois, d'un certain nombre de constats. L'un des constats qui l'amène à faire cette déclaration, c'est que d'abord, vous avez bien vu que le MINAT fait montre, si vous voulez, d'une attitude de panique face au mouvement fort d'inscription des Camerounais sur les listes électorales. Ça prouve quoi? Ça prouve que le régime qui est au pouvoir à Yaoundé perçoit une sorte de menace, un vrai danger, une sorte d'épée de Damoclès qui pèse lourdement sur sa tête, et il est dans une situation un peu de crainte absolue par rapport à cette soudaine, ou plutôt cette subite dynamique forte de massification des Camerounais devant les bureaux de l'ECAM. Oui. Donc ça, c'est un élément qui fait partie de son analyse. Le deuxième élément d'analyse qu'il a également mis en lumière lorsque nous avons échangé, c'est sans doute de considérer que, voyez-vous, le pouvoir de Yaoundé voudrait probablement, je dirais, prendre de vitesse les autres acteurs politiques en anticipant le process, puisque, comme chacun le sait, la présidentielle est prévue pour octobre 2025. Tout à fait. Maintenant, s'il faut la programmer sur octobre 2024, ça veut dire que ils sont à la fois inquiets de ce que le système dirigeant du pays soit relativement, ou pour ne pas dire considérablement fatigué et épuisé, et que arriver jusqu'en 2025 peut représenter quelque chose d'extrêmement difficile à tenir sur la durée. Oui. Donc, il souhaiterait donc prendre de vitesse à la fois l'opinion, mais aussi les adversaires politiques, en anticipant cette élection, en se disant naturellement que cette anticipation permettrait de rapidement peut-être gagner, ce qui là aussi est loin d'être certain, compte tenu de ce que, au fond, il faut leur dire qu'au fond, ce qui doit pouvoir constituer, si vous voulez, le véritable problème du régime aujourd'hui, c'est le fait que les écailles sont tombées des yeux des Camerounais qui ont globalement compris, d'ailleurs, y compris d'ailleurs ceux-là qui votaient avant pour le pouvoir RDPC, oui. Y compris beaucoup de ceux-là qui étaient favorables au système RDPC, eh bien, tous ces acteurs-là vont se trouver sans doute extrêmement rassurés de voir une plateforme politique telle que l'ATP, qui est une plateforme sociologiquement large, qui rassemble des Camerounais de tous les horizons sociologiques, du nord au sud et de l'est à l'ouest, et des acteurs qui véritablement arrivent avec un programme de transition à travers lequel ils disent aux Camerounais que nous devons faire une pause, faire cette parenthèse qui va permettre de rebattre toutes les cartes, remettre les choses à plat et faire en sorte que nous donnions l'opportunité à notre pays d'être arrangé, d'être balayé, d'être toiletté, de manière à ce que les prochaines véritables élections pluralistes que nous aurons derrière soient des élections véritablement compétitives, où enfin on pourra dire que la compétition s'est passée à armes égales, et où on pourra aussi dire que le meilleur gagne. Professeur Olivier Billet, l'occasion du dîner de presse a été également pour présenter aux Camerounais quelles sont les démarches et la vision de l'Alliance de transition pacifique, parce qu'il faut le dire, depuis que votre mouvement a été présenté au grand jour, vous n'êtes pas toujours très compris de beaucoup de Camerounais qui se disent qu'on ne pourrait pas parler de transition politique dans un État où la Constitution a pris
prévu la prise au pouvoir, l'accession au pouvoir par les urnes. C'est également l'occasion pour vous d'expliquer à nos auditeurs, ceux qui sont à l'écoute à l'instant, ce dont il était question au cours de ce point de presse. Écoutez, voyez-vous, vous avez raison de reparler de ce dîner de presse que nous avons organisé, parce qu'il était important pour nous d'inviter tout le Gotha de la presse pour véritablement clarifier un certain nombre de choses. J'ai eu l'occasion de le faire sur des plateaux de quelques médias pris isolément, mais là, c'était une opportunité avec mes camarades de pouvoir dire un certain nombre de choses aux Camerounais à travers les médias. Eh bien, l'une des choses que nous avons également voulu manifester, c'est de présenter ce visage consensuel et collégial qui est celui de l'ATP. Le ATP n'est pas un visage qui est, je dirais, incarné par une seule personne, 2 personnes ou même 3 personnes. L'ATP aujourd'hui est incarné par une dizaine de formations politiques, plus d'une dizaine de formations politiques et de structures de la société civile. Il était question pour nous de dire surtout que nous avons travaillé pendant un certain temps. Et nous continuons d'ailleurs ce travail-là, mais le travail accompli jusqu'ici a abouti à la production de ce que nous avons appelé le manifeste de l'Alliance. Oui. Donc c'est un document qui vous parviendra dans les prochains jours et qui constitue une sorte de charte de base de notre structure et de notre plateforme. Alors, nous avons, comment dire cela, voulu aussi véritablement expliquer que, et vous m'avez posé la question tout à l'heure, que le concept de transition est un concept polysémique. Il ne peut pas être appréhendé seulement à l'aune de ce que certains veulent avoir comme conception. Lorsque vous regardez des pays aussi divers, avec des trajectoires politiques aussi diverses que, je dirais, la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, etc. Vous avez là toute une pléthore de pays, vous en trouverez même en Amérique latine, sont des pays qui sont passés par des processus ou qui passent par des processus de transition devant nous, sous nos yeux. Alors, la transition n'est pas que militaire. Elle peut effectivement être militaire et dans le cas des transitions militaires, vous voyez bien que lorsque les militaires se lèvent pour prendre le pouvoir dans un pays africain, souvent c'est parce que précisément les militaires ont constaté que le pays fonctionne mal, que les institutions sont mauvaises, qu'elles sont biaisées, qu'elles sont corrompues et qu'elles ne peuvent pas produire le développement parce qu'elles ont été conçues pour être favorables à une petite oligarchie, à un petit groupe de personnes. Oui. Et c'est le cas dans un pays comme le Gabon à côté de nous. Vous avez bien vu que les militaires sont en train de mettre toutes les institutions, comment on va dire ça, par terre, afin de remettre sur pied un nouvel ordre institutionnel. Si vous prenez le Mali, le Niger, le Burkina, c'est quasiment la même chose dans tous ces pays-là. Donc, mais si vous prenez aussi des pays comme la Centrafrique ou bien le Tchad, plus près de nous ici, vous verrez que ce sont des transitions qui ont été portés par des personnes qui n'étaient pas véritablement des militaires. Le fils d'Ebi, par exemple, à côté de nous au Tchad, qui est actuellement candidat à l'élection présidentielle, qui se passe aujourd'hui au demeurant, eh bien, c'est quelqu'un qui a tombé le treillis, n'est-ce pas? Il est devenu un citoyen. Désormais, il ne porte pas le treillis, il est en tenue civile. Mais on sait aussi, professeur Olivier Billet, qu'il est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son papa. Mais il est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son papa, mais ce n'est pas lui qui a fait un coup d'État. Voyez-vous, il n'a pas fait de coup d'État. Il est arrivé au pouvoir et dites-vous une chose, que son adversaire actuel, son principal adversaire qui s'appelle Succès Masra et lui, eh bien, ont parachevé un processus de transition qu'il aurait pu ne pas décider. Il aurait pu simplement dire qu'il continue à gouverner le pays avec ses gens, etc., etc. Donc, pour vous dire que, ma chère Sidonie Fika, que dans le fond, je veux expliquer à nos concitoyens que chaque fois que dans un pays, les conditions de la gouvernance sont devenues absolument épouvantables et productrices d'une misère et d'une pauvreté absolument endémique, chaque fois qu'un pays va se trouver dans une situation où ses institutions
ces institutions, ou plutôt son État, est un État qui n'est pas un État normal, n'est pas un État authentique, n'est pas un État qui s'autodétermine, parce que comme tous les Camerounais le savent désormais, nous sommes un État néocolonial, très clairement. Nous sommes un État qui dépend de manière fondamentale de l'extérieur, qui dépend de l'extérieur sur le plan monétaire. La monnaie que nous utilisons n'est pas notre monnaie à nous. Nous dépendons d'un État qui s'appelle l'État français. Nous sommes un État néocolonial qui dépend, y compris sur le plan politique, de l'État français. Sur le plan économique, si vous avez regardé un certain nombre d'accords que nous avons signés avec la métropole française, nous sommes encore en situation de vassalité et de captivité. Donc, il est bon donc que nos concitoyens comprennent que, eh bien, un État qui est dans cette situation, qui est dans une position de dépendance extérieure du point de vue à la fois monétaire, économique, culturel, politique, etc., est un État qu'on ne peut pas considérer comme un État avec des institutions normales. C'est donc un État qui est à repenser, qui est nécessairement à refonder, et c'est précisément la raison pour laquelle nous insistons sur la notion de transition refondatrice, parce que notre pays a besoin d'être repensé et refondé pour devenir un État normal et pour pouvoir produire le développement auquel les Camerounais ont légitimement droit. Voilà. Merci, professeur Olivier Billet. Vous reviendrez très prochainement sur ces mêmes antennes d'ABK Radio pour qu'on parle de l'Alliance de transition pacifique, parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre de vous. Absolument. Ce sera avec plaisir que je reviendrai naturellement, puisque nous sommes dans un processus de production continuelle. La prochaine fois, il y aura le manifeste qui sera distribué, sera l'occasion d'échanger. Ensuite, il y aura le programme général de la transition, je veux dire le programme de gouvernement de transition que nous présenterons également au public. Oui. Et puis, nous entrerons immédiatement dans les opérations de campagne électorale à proprement parler. Et à chacune de ces occasions, cher Sidonie Fikak, le plaisir sera le mien de représenter notre alliance à travers vos ondes, naturellement. Et je salue, évidemment, au passage, mon ami Didier Kwamou, qui sans doute est à vos côtés en ce moment. Il est là. Merci, professeur. À très bientôt. Bonne journée à vous, professeur.